officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Donc, Madame Guépert est professeure des universités et spécialisée en urbanisme et en aménagement du territoire. Et donc actuellement à l'université de Paris-Sorbonne, Paris 4. Donc elle va nous parler d'urbanisme justement, sur le thème science et urbanisme des liaisons dangereuses. Merci pour cette présentation, merci aussi à Dominique Perso de m'avoir invité à parler devant un ciné auditoire, parce que autant j'ai l'habitude des étudiants et même des collègues, autant pour avoir déjà assisté au CEP, j'ai moins l'habitude d'un auditoire comme celui-ci, effectivement, et où je trouve les échanges plus intéressants. C'est encore pas grave. Voilà, vous m'entendez mieux maintenant. Très bien. Voilà, donc encore une fois, merci à Dominique Perso, merci pour cette occasion de rencontrer un fidèle auditoire très honore. Cela m'honore et cela me donne d'ailleurs l'occasion de renouveler un peu mon regard sur mon propre champ, sur ma propre discipline, que jusqu'à présent j'ai toujours pratiqué dans les silos, dans les limites, dans les barrières de ce qu'elle est dans notre maison universitaire. Et j'ai essayé de prendre au sérieux le sujet, c'est-à-dire la science face à tous les périls. Et si je devais dire en une phrase, après vous n'êtes plus obligé d'entendre ce que j'ai envie de dire, c'est l'urbanisme, qui n'est pas une science mais un art, a voulu se revêtir des vêtements de la science, se parer de son aura dans une période progressiste. Cela lui a assuré un certain succès. Cela a conduit à de graves dérives. Et cela ne serait que de l'histoire, puisque déjà le choc, j'ai envie de dire, la remise en cause de l'urbanisme, c'est les années 80. Cela ne serait que de l'histoire s'il n'était qu'aujourd'hui, à la faveur d'un nouveau scientisme, écologisme, transition énergétique, digitalisation, de nouveaux projets qui reviennent, qui sont finalement des avatars des premiers. C'est, si je puis dire, le même péché, la même tendance sous des vêtements un petit peu nouveaux. Et c'est pour cela que j'ai pensé que finalement c'était intéressant d'avoir cette conférence sur urbanisme et science, en essayant de suivre d'abord un petit moment pour voir comment nous en sommes arrivés là, pourquoi du jour au lendemain l'urbanisme dit je suis une science, et quelles ont été les un premier temps qui est un petit peu plus historique, pas l'histoire pour l'histoire, mais l'histoire pour voir finalement ce qu'elle nous enseigne. Et puis pour, dans un deuxième temps, voir ce retour en force des mêmes idées, avant, dans la conclusion, de vous dire que j'espère que ce n'est pas une fatalité. Avant de commencer cet itinéraire, j'avais simplement peut-être quelques mots sur la science. Parce que finalement, la science, oui, mais quelle science? De quoi s'agit-il? Francis Sanchez, tout à l'heure, parlait du publish or perish, la science dans ses métriques, finalement, indépendamment de la question de la vérité. Et en fait, je crois que cette évolution, elle peut se lire, va véritablement comme liée à une déchristianisation, décatholisation de la science. Alors sans faire l'histoire des sciences, mais finalement la science au départ, la science pour saint Thomas d'Aquin, la science au Moyen-Âge, c'est la recherche de la vérité à l'aide de la raison. Et d'ailleurs, l'Église n'y voit pas de contradiction, puisqu'au XIIIe siècle, c'est bien l'Église qui finance, qui organise, qui autorise, qui forme les universités, dont celles dont je fais partie. Et puis finalement, après en particulier dans l'invention de la philosophie d'Emmanuel Kant, on a cette idée que ne peut être étudié que ce qui se limite à notre expérience sensible, ce que l'on peut toucher,
ce que l'on peut mesurer. Alors, Benoît XVI, dans cette fameuse, vous savez, conférence de Ratisbonne, qui avait été célèbre parce qu'il parlait de l'islam, essayait de faire un petit peu une histoire des sciences et il disait ces éléments mesurables que l'on peut falsifier. Et effectivement, est arrivé un moment où, finalement, en matière de ce qu'est la science, la recherche de l'efficacité, ça marche. Les mesures sont bonnes, l'expérience est reproductible, et aujourd'hui, je publie plus que les autres, a remplacé la quête de la vérité. L'urbanisme, en France, est enseigné pas mal dans le champ des sciences sociales. Moi, je suis dans une UFR de géographie et aménagement. Et nous avons vu ces biais passer des sciences dites dures, justement aux sciences sociales. Et ce qui se passe chez nous, finalement, puisque notre matière est quand même une matière vivante, une matière un petit peu différente, eh bien, c'est qu'en singeant les méthodes des sciences dures, mes collègues, moi-même parfois, pour publier un article, eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des enquêtes. Nous faisons des enquêtes ou des sondages, et nous arrivons à un moment où, finalement, c'est le consensus qui devient mesure de la vérité. Et nous arrivons ainsi à ce paradoxe que la science contemporaine, qui se voulait raisonnable en s'affranchissant de ce qu'elle ne voyait pas de Dieu, eh bien, c'est en définitive affranchie à la fois de la recherche de la vérité, dont on considère que peut-être elle n'existe même pas, mais même aussi de l'usage de la raison, le consensus, les dires d'experts, remplaçant désormais les autres formes d'administration de la preuve. Bon, quoi qu'il en soit, je pense que c'est important parce que ça éclaire un petit peu de manière un petit peu en biais ce que je dirais aussi sur l'urbanisme. Dans mon exposé, je retiens le sens moderne de la science, le dictionnaire Robert qui dit la science c'est un corps de connaissances avec un objet déterminé et avec des méthodes particulières. Et de ce point de vue, on peut dire par exemple que la géographie est une science, il y a un objet, c'est l'espace, il y a des méthodes, c'est des cartes, un corpus. Mais l'urbanisme en aucun cas ne peut être une science puisqu'il n'a pas pour objectif de connaître mais d'agir. En fait, l'urbanisme n'est pas une science, véritablement, de manière tout à fait logique. L'urbanisme, c'est un art. Un art, c'est-à-dire, toujours dans le fameux petit Robert, qui n'a pas cherché loin, mais c'est un ensemble de moyens, de procédés qui tendent à une certaine fin, à un certain objectif. Créer des villes, on suppose bonnes. On y reviendra, on suppose bonnes. Et puis, sous le terme de art, eh bien, on retrouve également un métier qui exige un certain nombre de connaissances, même scientifiques, qui exige des compétences, des aptitudes, et dont on aimerait qu'il soit une vocation. Alors ce métier, il apparaît en tant que tel, il est identifié en tant que tel assez tardivement, au début du XXe siècle. Jusque-là, lorsque un abbé, un roi, un gouvernant ou un industriel souhaite donner naissance à un morceau de ville ou à une ville, il fait tout simplement appel à un architecte. Et l'urbanisme, lorsqu'il s'affranchit de l'architecture, c'est un moment où les villes s'urbanisent très rapidement, très violemment, donc en quelque sorte, le changement d'échelle, de taille, fait que l'architecte est un petit peu aux limites de ce qu'il peut réussir à faire. Mais les premiers urbanistes sont des architectes. Ils ont, je ne vais pas dire du mal des architectes, mais c'est un métier dans lequel ce en quoi l'architecte est bon, c'est il sait dessiner. Il maîtrise 3 dimensions, il maîtrise éventuellement l'art
construire, et il est souvent assez bon aussi en commerce parce qu'il doit passer commande, il doit vendre des commandes, il doit trouver des commanditaires. Et donc, les architectes, inversement, n'ont pas forcément un très très grand bagage de culture classique ou de culture générale, etc. C'est pas ce qu'on leur demande dans leur formation. Et donc, lorsque ces architectes veulent faire émerger un métier, un champ de compétences qui s'appelle l'urbanisme, il leur faut un argument. Et la chose a lieu après un congrès international d'architecture moderne, le 4e SIAM qui se tient à Athènes en 1933, et embarqué sur une petite croisière après la conférence, que nous pourrions le faire au déjeuner, eh bien ils se disent que nous allons rédiger un manifeste qui donnera naissance, qui donnera ses lettres de noblesse à cette pratique, à ce métier qui existe déjà depuis 20-30 ans, dit urbanisme, ce mot existe, urbanisme. Mais là, maintenant, il faut marquer le coup, il faut en dresser le manifeste premier, la règle, la Bible. Et donc, cette Bible s'appelle la Charte d'Athènes, elle est publiée sous le nom du plus connu d'entre eux, le Corbusier. Et cette Charte d'Athènes, texte fondateur de l'urbanisme moderne, proclame clairement, et là je cite, l'urbanisme est une science à 3 dimensions, non pas à 2. Donc, on fait du volume, on ne fait pas du plan, c'est ça qu'il faut comprendre, ce sont des dimensions physiques. Alors cette posture et cette imposture vont avoir des effets majeurs sur l'urbanisme lui-même, sur la pensée de la ville, et c'est ce que j'essaierai de montrer dans ma première partie, donc ce fameux retour en arrière. Voilà. Une imposture, c'est la première partie, une pseudo-science qui fonde un véritable modèle de ville en rupture avec la vie traditionnelle. Modèle de ville qui est aussi un modèle de société. Alors, lorsque vous regardez ce que racontent même les contemporains sur cette époque, c'est tout à fait, malgré la crise de l'urbanisme, la remise en cause qui a suivi, on vous dit que c'est la modernité des Lumières qui imprègne l'entreprise urbanistique. Et que donc l'urbanisme naissant se veut rationaliste, libéral, investissant dans la science et les technologies, industriel. Comment en sommes-nous arrivés là? Quel est ce modèle de ville et quel est ce modèle de société? Comment en sommes-nous arrivés là? D'un côté, il faut reconnaître que la ville, à la fin du XIXe siècle, a connu une urbanisation extrêmement violente, liée à un capitalisme sauvage, que dans les quartiers ouvriers de Manchester ou de Lille, les espérances de vie sont de l'ordre de 20 et quelques à 30 années. Et donc que oui, les villes de la fin du XIXe et du XXe siècle sont des villes qui posent véritablement des soucis. Lorsque la ville fait que vous ne vivez pas très longtemps, c'est quand même une vraie question. Et donc il y a effectivement un sujet, une difficulté à laquelle on viendrait de répondre. C'est d'ailleurs le tout premier argument de cette fameuse charte d'Athènes qui nous dit, et je cite, la plupart des villes étudiées offrent aujourd'hui l'image du chaos. Ces villes ne répondent aucunement à leur destinée, qui serait de satisfaire aux besoins primordiaux, biologiques et psychologiques de leur population. Donc, besoins primordiaux, biologiques et psychologiques. Nous voyons que derrière cette affirmation, il y a tout de même une image de l'homme. On pourrait en dire autant d'un élevage. Alors cette image de l'homme, elle est portée effectivement par un bouillonnement, un mouvement de pensée
et par un ensemble d'acteurs qui ne sont pas neutres, qui ont effectivement une idéologie. Dans cette naissance de l'urbanisme, j'ai déjà évoqué le rôle central des architectes. Le Corbusier lui-même est quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de temps à consacrer à la politique, mais enfin sa vie elle-même est un projet politique en soi, nous le verrons. Parmi ses compagnons de route, la plupart de ces architectes sont clairement à gauche. Vous avez, je ne sais pas, l'architecte principal de l'architecture de Brasilia, qui d'ailleurs est l'auteur du siège du Parti communiste à côté, à Paris, je veux dire, etc., etc. Vous avez effectivement un fort tropisme vers le socialisme, le communisme, et d'ailleurs beaucoup de communisme des pays de l'Est. Donc il y a une orientation politique qui est dominante. Cette orientation politique n'est pas le seul fait des architectes eux-mêmes, elle est encouragée par la présence d'officines de pensée, ou je ne sais pas comment il faudrait les nommer. Par exemple, et je pourrais les multiplier, mais j'en prendrai juste deux, le département d'urbanisme le plus ancien qui existe dans une université dans le monde se trouve au Royaume-Uni, à Liverpool. C'est en 1910 ou 11 que naît ce département, qui s'appelle d'ailleurs, c'est intéressant, le Department of Civic Design. Donc finalement, c'est la société que l'on entend composer, vous voyez, le design de la société. Eh bien, ce département naît grâce à un financement d'un philanthrope qui s'appelle Weber, qui a fait fortune au Congo en exploitant les Congolais et qui est un grand philanthrope anglais, membre notamment de la Fabian Society. La même Fabian Society est d'ailleurs derrière la naissance de la formation aujourd'hui la plus prestigieuse, la Bartlett School of Planning à Lille. C'est vrai pour les universités, c'est vrai aussi dans le champ pratique. Nous sommes à Paris, tout autour de Paris, entre les boulevards des Maréchaux, enfin, le long des boulevards des Maréchaux, nous avons cette ceinture d'HBM de Paris. Eh bien, les premiers ont été financés par la Fondation Rothschild, qui voyait là un projet pilote, un laboratoire pour un nouveau mode de vie. Et puis, pour finir, finalement, eh bien, arrivent les universités, les instituts d'urbanisme sont nés dans les universités françaises à partir des années 70. Et là encore, eh bien, nous avons un corps enseignant qui est, dans une grande majorité, acquis à des idées socialistes, marxistes, de mise en œuvre, vous savez, des intellectuels engagés qui mettent en œuvre sur le terrain, etc. Donc on a effectivement une pensée qui, et c'est ça qui est difficile, qui ne revendique pas d'être politique généralement, mais qui a un soubassement très fort, une fondation, un fondement très fort dans, on appellera ça les lumières. Alors qu'est-ce que ça donne comme proposition de ville? C'est mon deuxième temps. Une proposition qui rompt avec toutes les formes traditionnelles de la ville. Ce qu'elle met en place, finalement, c'est une pseudo-rationalité très simple, très mécaniste, avec à la base un principe donné au fonctionnalisme. Donc la charte de la thème de ville, les clés de l'urbanisme sont dans 4 fonctions. En fait, c'est les 4 choses dont les hommes ont besoin dans la vie. Les 4 fonctions, c'est assez, ça épuise un peu le sujet de ce dont vous et moi avons besoin dans la vie, à savoir habiter, travailler, se recréer dans les heures libres et circuler. Les plans de la charte d'Athènes détermineront la structure de chacun des secteurs attribués aux 4 fonctions et ils fixeront le remplacement respectif dans l'ensemble. Et ça, cette première chose, cette première séparation des fonctions dans la ville, dans l'espace déjà du plan, ce qu'on appelle le zonage, et c'est une transformation très profonde de ce que sont les villes.
Les villes, à partir du fonctionnalisme, qu'il s'agisse de grands ensembles ou pas, sont sujettes à un zonage qui va dire ici c'est pour habiter, ici c'est pour s'amuser, ici c'est pour faire commerce, ici c'est pour... Voilà. Qui affecte l'usage des sols. Ce n'est pas le cas de la ville traditionnelle. Prenons le père Goriot. Le père Goriot qui est déclassé à force d'être trop brave avec ses filles trop méchantes. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il habite de plus en plus haut dans la même maison de la pension Gautier. Comme il n'a plus les moyens du bel étage, il monte, et il finit dans les sous-tours. Mais il reste dans la même maison, dans le même quartier. À partir du moment où les villes vont être transformées, travaillées par cette idée de zonage, si je devais écrire le père Goriot aujourd'hui, bien entendu, il devrait changer de quartier à mesure que sa condition se dégrade. Il n'aurait plus les moyens du beau quartier parisien, il faudrait qu'il aille habiter peut-être dans une banlieue de classe moyenne, et puis après, finalement, il se trouverait dans un grand ensemble. Vous voyez, il y a toute une transformation, finalement, de ce qu'est la ville, et avec cette transformation, on met à distance des éléments qui, jusque-là, se rapprochaient. Les magasins n'étaient pas si loin des habitants. La chute avait déjà commencé, si on lit Le Bonheur des Dames, etc. On voit comment l'arrivée des grands magasins a mis à mal les petites boutiques. Oui. Mais le coup de grâce n'y était pas. Dans les anciens quartiers ouvriers, avec tous leurs défauts, on n'habitait pas trop loin de l'usine, etc. Finalement, nous arrivons à des villes où des quartiers ont des vocations très très différentes, et d'ailleurs, ça pose une vraie question par rapport à l'unité de nos villes, tout simplement. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des endroits où il ne faut pas aller quand on est ceci, quand on est... Ben oui, forcément. C'est ainsi que les avons construits. Alors, entrons rapidement dans chacune de ces fonctions. La toute première, c'est habiter. Donc, des architectes qui sont quand même plus sensibles à la dimension logement qu'à la dimension économique. La charte d'Athènes nous dit que la ville est une machine à habiter. Vous avez cette dimension mécaniste, cette dimension industrielle. Dominique Tasso disait sur l'agriculture qu'on avait transposé au monde agricole finalement la pensée industrielle, et je pourrais en dire tout autant de la ville, c'est-à-dire que finalement on va mettre des procédés industriels de fabrication de cette ville, mais on va aussi la comprendre comme non plus un organisme, mais comme un mécano où on met des pièces qui doivent se raccrocher les unes aux autres. Et donc dans cette ville qui est une machine à habiter, on veut le bien des gens. Et parmi les besoins physiologiques, il y a l'air et le soleil. Et pour atteindre l'air et le soleil, eh bien on va construire en hauteur. Et donc la charte d'Athènes nous dit qu'il doit être tenu compte des ressources techniques modernes pour élever des constructions hautes qui seront implantées à grande distance l'une de l'autre. C'est pour permettre le soleil, compris au rez-de-chaussée, qui peut être loin de la rue, mais également pour libérer le sol en faveur de larges surfaces vertes. Et donc vous voyez se dessiner un urbanisme qui annonce un petit peu évidemment la forme que nous avons connue avec les grands ensembles. Mais les hommes politiques de l'après-guerre, ainsi que les urbanistes, c'est leur projet, ils y croient. Alors pour ne pas citer uniquement la charte d'Athènes, j'ai pris deux ou trois autres petits exemples comme ça, que je ne développe pas évidemment, mais dont je tire mes quelques citations et mes quelques touches un petit peu concrètes de cet urbanisme. L'un de ces exemples, c'est Brasilia, puisque Brasilia, c'est la mise en œuvre du manuel, si vous voulez, c'est l'idéal. Un autre, pour une ville totalement urbaine, c'est une ville de Haute-Marne, Saint-Dizier, où on a construit un deuxième Saint-Dizier. Et puis Nowa Huta en Pologne, près de Cracovie. Alors si je lis la plaquette publicitaire de Saint-Dizier, le 9, donc le grand ensemble qui va être le nouveau Saint-Dizier, c'est pas neutre d'ailleurs de dire Saint-Dizier le 9. C'est la nouvelle ville par rapport à l'horrible moche vieille ville d'avant. Eh bien, dans Saint-Dizier le 9, la plaquette est de 1952, l'homme aura sa mouvement une majuscule, mais sinon ce serait parfait. L'homme aura sa meilleure part d'air, de lumière,
de vision, de verdure, de commodité, mais aussi d'isolement. Puisque les constructions représentent seulement le 6e des surfaces, dans le même temps où la densité sera en fait 4 fois plus importante que dans la ville toute proche. Et donc hauteur, densité, ça contraste avec ces descriptions bucoliques. Et puis, dans l'exemple de Brasilia, nous voyons le côté mécano, parce qu'en fait, la pensée industrielle, c'est je prends un bloc, et puis je l'accroche au suivant, au suivant, au suivant, au suivant, puis je mets un peu de circulation entre les deux, mais au fond, c'est un mécano, on peut toujours rajouter quelque chose, à la différence d'un organisme où il y a un maximum de croissance. Dans Brasilia, l'échelle résidentielle, la partie résidentielle, c'est un grand arc. Les Brasilia, c'est comme un oiseau, qui a 12 km de longueur, 6 de chaque côté, donc c'est pareil. Au centre, vous avez des voies autoroutières qui permettent d'accéder à proximité. Et sur toutes ces ailes, vous avez un quadrillage extrêmement rigoureux, totalement répétitif, qui sont en fait une cellule élémentaire qui s'appelle la quadra, des blocs qui ont 250 à 300 mètres de long, des carrés dans lesquels vous avez une dizaine d'immeubles, 5-6 étages. Et puis par 4 blocs, au milieu, vous avez un centre commercial, une école, une sorte de choses. Ce sont des unités d'habitation, des unités de voisinage, 4 fois 2500 habitants, 10 000 habitants, on a fini, on passe à côté et on continue. Et effectivement, on part du centre, on ajoute, on ajoute, on ajoute, on ajoute, on ajoute, on ajoute. Deuxième fonction, il faut bien travailler. Alors la première chose que l'on peut comprendre, c'est qu'effectivement, dans la ville moderne, on ne travaille pas là où l'on habite. Les seules fonctions économiques ou de service sont vraiment celles qui sont destinées aux besoins les plus élémentaires des habitants, l'école, la supérieure. Dans le cas de Brasilia, par exemple, à travailler, c'est une capitale, hein, donc c'est l'autre échelle, c'est l'échelle monumentale, c'est le grand axe. 8 km de long, 400 mètres de large, des ministères les uns après les autres. Une architecture qui multiplie les prouesses techniques et aussi les symboles. La cathédrale est censée rappeler la couronne d'épines. Alors pour rappeler la mort et la résurrection du Christ, vous rentrez sous terre et vous avez un trou et puis vous sortez dans la cathédrale. Le Parlement a un toit sur lequel il y a une terrasse, elle s'appelle plateforme des représentants du peuple, pour montrer que l'on est en démocratie, chacun peut marcher sur le toit du Parlement. Mais là encore, tous les déplacements, on y verra avec circuler, se feront en voiture, etc., etc. C'est vraiment une séparation des fonctions. Bon, troisième fonction, c'est de créer aux heures libres. De ce point de vue, étant donné que nous sommes dans une architecture de très grands immeubles, la plus grande partie de la récréation se joue sur le toit ou au sol. Et puis se déplacer, là encore, quand ils disent à 3 dimensions plutôt qu'à 2 dimensions, l'idée c'est de séparer les puits. Les puits doivent être différenciés selon les destinations. Les plus grands isolés pour qu'on puisse aller plus vite, et puis les dernières arrivent au bâtiment. Les croisements sont aménagés avec des échangeurs, on passe d'un niveau à l'autre. Et qu'est-ce qui sort de là? Le piéton, il doit pouvoir suivre des cheminements qui ne sont pas ceux des voitures. Qu'est-ce qu'il en résulte? On enterre les voies, ou on fait de l'urbanisme sur dalle. Quand on a moins d'argent, on fait des grands ensembles, et vous observerez toujours la même chose, c'est l'abandon de la rue. Finalement, cet urbanisme fonctionnaliste, à force de vouloir protéger en quelque sorte les habitants des nuisances du travail, et bien finalement, il tourne le dos à la rue. Prenez n'importe quel grand ensemble, vous retrouverez la même chose. Les grandes voies de circulation sont autour, on accède parfois sous la dalle, parfois quand il y a moins d'argent au pied des immeubles, mais par une rue qui ne mène nulle part plus loin, il n'y a pas de rue traversante.
Et puis aujourd'hui, on vous dit on fait des rodéos là-dedans, oui, parce que finalement ceux qui sont sur place, eux, ils connaissent le dédale et comme c'est pas traversant. Voilà. Alors on fait des rodéos, mais aussi en réalité, quand on habite, on est loin de tout. Et on est dans une sorte d'enclave. Voilà. 10 000 habitants, 30 000 habitants, 10 000 habitants. Voilà pour la forme, mais cette forme, elle réalise aussi un projet de société et j'irai plus loin. Elle constitue un instrument d'ingénierie sociale. L'idée finalement, c'est qu'en modifiant les conditions de vie, le logement et les espaces publics, etc., on arrive à fabriquer un homme un petit peu différent, un homme plus adapté à la modernité que ce qu'il n'était avant. Alors j'ai une petite citation d'André Malraux qui parle de Brasilia. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que l'architecture moderne était jusqu'ici une architecture d'édifices. Elle a créé des maisons, et même si ces maisons dressent à la proue de New York leur hérissement de tours, qu'elle eût déplacé quelques jours cet individualisme, car la cité n'est pas seulement une agglomération de maisons, aucun de ces historiens n'en doutait. Donc vous comprenez que jusque-là, toutes les villes, c'était de l'individualisme, chacun sa petite maison, il n'y avait pas de communauté. Mais presque tous pensaient que la plus grande architecture, celle qui crée les villes et non les immeubles, naîtrait en Union soviétique. Et elle est en train de surgir ici, c'est-à-dire à Brasilia. Donc, mon propos ici est que l'organisation physique de la ville est pensée par les urbanistes et par les politiques qui la promeuvent, qui en font la promotion, comme une organisation sociale. Mon propos est de montrer que ce n'est pas neutre, que c'est effectivement idéologique. Alors si je reprends l'exemple de Brasilia, le plan pilote, finalement, ces fameuses quadras et N quadras sont clairement conçus, j'ai lu le plan pilote de son auteur Costa, comme le lieu de la sociabilisation. Et donc, effectivement, les services et les équipements sont communs. L'objectif, c'est de rapprocher les habitants. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on implante les immeubles de manière à ce que les uns voient les autres, à ce qu'il n'y ait pas de fenêtres cachées, à ce qu'il n'y ait pas d'intimité. Ces unités de voisinage sont destinées à la classe moyenne. On fait une nouvelle capitale, on pense qu'on va faire venir en majorité des fonctionnaires, etc., une classe moyenne. Et puis, au Brésil à l'époque, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de pauvres, mais au fond, le projet de société, c'est le progrès, c'est d'avoir une classe moyenne. Et donc, l'urbaniste dit il faut donc éviter l'apparition de bidonvilles, tant en milieu urbain que dans la périphérie rurale. Donc il ne fait que des logements pour les pauvres. Et il revient à la campagne urbanizadora de fournir à l'ensemble de la population des logements économiques et décents. Comme ça, c'est simple en fait. Alors, c'est pour la classe moyenne, il n'y a pas de logement pour les pauvres, et d'ailleurs, on ne prévoit rien à ce sujet parce qu'ils doivent tout simplement disparaître. En revanche, il y a quand même une gradation, parce que Brasilia atterrit sur un lac, le lac Paranoa, et là, effectivement, la différenciation des valeurs foncières existe, c'est plus cher, et là, on construit des villas pour les plus riches qui peuvent se les permettre. Allez, encore un ou deux petits exemples
je ne vais pas prendre trop de temps de cette manière de faire une société nouvelle, de cette approche idéologique. Dans Brasilia, il n'y a pas de clôture du tout. On peut être propriétaire, soit locataire, soit propriétaire de son logement, mais dans tout le plan pilote, dans toute la partie centrale, il n'y a pas de clôture. Et les immeubles, il y a des exceptions, mais les immeubles dans le projet étaient construits sur pilotis, avec une partie de passage au rez-de-chaussée. Et il est dit dans le plan pilote que l'objectif de cela, eh bien, c'est de dire le sol est à tout le monde. Tout le monde a le droit de venir au sol. Vous pouvez traverser Brasilia d'un côté à l'autre si vous avez envie de faire les 12 km à retour sans rencontrer une clôture. Je me rends compte que j'ai pas beaucoup parlé de Nova Huta, qui est l'autre grand exemple en Pologne. Nova Huta, en fait, c'est la ville nouvelle qui devait concurrencer Cracovie. Cracovie, qui n'était plus la capitale de la Pologne à ce moment-là, mais qui reste la capitale de cœur des Polonais, et qui est la ville bourgeoise qu'il faut autant que possible réduire au néant. Et bien, pour concurrencer cette ville, qui n'était pas détruite pendant la guerre, contrairement à la plus grande partie du pays, à quelques kilomètres de là, on construit une ville qui incarne l'avenir du socialisme de Nova Huta, signifiant nouvelle fonderie. Alors c'est quoi cette fameuse fonderie? C'est un très grand établissement industriel, puisqu'on veut du prolétariat. C'est effectivement une grosse aciérie, d'ailleurs nommée la fonderie de Lénine. Et une des choses intéressantes, c'est qu'il n'y a là ni gisement de minerais, ni gisement de charbon, ni rien. En fait, il n'y a ni source d'énergie, ni matière première. L'ensemble est amené par train. On construit la voie ferrée pour faire venir les minerais et le charbon, tout. Parce qu'effectivement, il faut faire cette démonstration de l'avenir radieux du socialisme aux portes de Cracovie, et de préférence montrer que ça c'est la nouveauté, que ça c'est la modernité, que c'est ça la belle vie. Alors bon, il y a beaucoup de choses à dire sur la ville, mais peut-être que je m'arrêterai sur une seule anecdote pour me laisser quelques instants pour la fin de mon propos. Un des projets, puisque là nous sommes dans le monde socialiste, c'est de supprimer, c'est de communautariser la vie. Et donc, les premiers immeubles qui ont été construits, les tout premiers, eh bien, les logements ne sont pas dotés de cuisine. Parce qu'on part du principe que bon, on ne peut pas empêcher les gens d'arriver en famille, ils y sont déjà, mais on fait au rez-de-chaussée des réfectoires et des grandes cuisines pour tous. Et donc, à l'échelle du bâtiment, ils s'arrangeront, ils feront la cuisine ensemble, de préférence de manière communautaire, et sinon ils descendront faire leur pitance à leurs heures, mais en tout cas, voilà, on ne met pas de cuisine dans les logements pour que les gens s'habituent au collectif, en fait. Alors bon, cette expérience-là, elle a fait long feu parce que ce sont quand même des Polonais, des ouvriers qui arrivent de milieu rural, et donc ils ont vite trouvé la parade, hein. Ils ont mis des réchauds chez eux, il y a eu un ou deux ou trois débuts d'incendie, et puis les bâtiments suivants ont été construits avec des cuisines d'alcool. Alors quel homme? Quelle ville et quel homme, finalement? La ville, je garde ici une description de Brasilia, une ville sans rue, sans façade, sans place, hors parcelle, tout est ouvert, sans tissu urbain. Quel homme? Un individu, un collectif, mais pas des familles, et pas des communautés. Par exemple, autour d'une paroisse. À Nova Huta, les Polonais ont lutté pendant 20 ans pour avoir une église. Ils l'ont eu à la fin. Enfin, le droit de la construire. Un homme nouveau, finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des besoins matériels, physiologiques et psychologiques.
Et il y a une conscience, et là je reviens à une citation de Saint-Dizier. Saint-Dizier résulte de la volonté du préfet de l'époque, de la Haute-Marne, Edgar Pisani. Et il me dit, discours d'inauguration, pourquoi une ville nouvelle à Saint-Dizier? Eh bien, parce que les besoins en logement de cette ville, à la date à laquelle nous avons entrepris notre programme, étaient de l'ordre de 5000 logements. C'est-à-dire que ces besoins correspondaient au doublement de la population de la ville. Parenthèse, c'est effectivement une forte période d'industrialisation. Pourquoi une ville neuve? Parce que le tissu urbain de Saint-Dizier est le plus désespérant qui soit. Quel type de ville? Obligé de choisir entre une ville de type strictement traditionnel, dont nous étions sûrs qu'elle sécrétait un certain type de vie qui ne nous donnait pas entièrement satisfaction. Donc c'est une vie traditionnelle et un type de vie nouveau, mais en courant le risque de compromettre ces relations sociales qui constituent la vie urbaine. Nous avons pensé que cette audace nouvelle était raisonnable. Voilà. Le risque de compromettre les relations qui font la vie de la ville, nous avons estimé que cette audace était raisonnable. L'œuvre de construction d'une ville, je continue la citation, je reviens à la citation, est vraiment une des œuvres les plus ambitieuses de l'esprit humain. C'est un acte divin. Je suis ravie. Alors Saint-Dizier le 9 ne s'est pas appelé longtemps Saint-Dizier le 9 parce que le quartier n'a pas eu de vraie vie. Il est connu encore aujourd'hui sous le nom de Saint-Dizier le Verrois, le quartier du Verrois à Saint-Dizier. Et comme beaucoup de ces grands ensembles, eh bien, nous avons connu une crise extrêmement importante, tout simplement parce que j'ai apprécié tout à l'heure la remarque qui disait que l'homme était homme. Eh bien, les gens n'ont pas voulu être ce qu'on voulait qu'ils soient et habiter là. Et donc, dans les grands ensembles, la classe moyenne pour laquelle ils étaient construits, dès qu'il a pu avoir une alternative, pavillon, etc., les gens sont partis. Et les grands ensembles sont restés avec les difficultés que l'on connaît. C'est vrai ici, c'est vrai également, pour reprendre mon exemple tout à l'heure, à Brasilia, où finalement, dès le départ, même les promoteurs de l'idée constatent à quel point c'est invivable. Je ne résiste pas au plaisir de citer Simone de Beauvoir, qui avec Sartre va voir cette formidable vie nouvelle. En 1960, ça vient de sortir de terre, c'est encore en train de finir de sortir de terre. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Comme dans les suburbs américains, ces communautés ne concèdent à leurs membres qu'un minimum d'intimité privée. Chacun étant le même que tous, n'a rien à cacher à personne, c'est accablant. Elle est allée voir des favelas, vous savez, on loge ces pauvres, enfin, les gens qui ont construit la ville, là, ces pauvres qui n'existent pas, pour qui il n'y a pas de place dans le plan pilote. Et elle dit, ah là, oui, on a une atmosphère libre et joyeuse. On oubliait cette tristesse en voyant dans la rue les candangos se frapper sur l'épaule et rire. Ils ne riaient pas à Brasilia. Le jour, ils travaillaient, le soir, parfois, ils rôdaient d'un air morne à travers ceux qu'ils bâtissaient. Voilà, une forme urbaine qui devait rendre les gens meilleurs et heureux et qui les rend tristes. Je passe rapidement sur le fait qu'on a eu une crise des grands ensembles, je pense que chacun ici la connaît, qu'on a eu une politique de la ville, donc on a injecté, on a mis 20 ans à les construire et ça fait 50 ans qu'on injecte de l'argent à fond perdu pour essayer de les réparer. Et je reviens à mes urbanistes qui tout de même se posent des questions. À la fin du XXe siècle,
professionnels, des urbanistes, rédigent un texte nommé, ce n'est pas le hasard, la nouvelle charte d'Athènes, où on prône un rôle plus humble, plus modeste, l'urbaniste déplut le déplurge, il écoute les gens, l'urbanisme est participatif et vert, et tout ce que vous voulez gentil. On voit le succès surtout commercial, d'ailleurs plus que dans les milieux intellectuels ou scientifiques liés à l'urbanisme, du nouvel urbanisme, une ville néo-traditionnelle. Autour de Paris, il y en a plein, hein, le Plessis, vous savez, la Val d'Europe, le Plessis, Robinson, toutes ces villes qui se donnent un air un peu à l'ancienne, tout en étant techniquement des villes tout à fait contemporaines. La ville, donc, n'éduque plus les gens, elle devient un produit avec un habitant qui est un usager ou un consommateur. Aux yeux des universitaires, la ville devient également un espace de conflit, d'intérêt, de compromis, où l'habitant est un participant de la négociation avec des procédures participatives qui sont d'ailleurs la plupart du temps utilisées comme vous pouvez l'imaginer. Mais on aurait pu se dire, il y a 20 ans, 25 ans, que c'était quand j'étais jeune, que les urbanistes, en fait, quand ils ont compris quand même qu'ils sont en train de commencer à chercher une bonne nouvelle qui correspondrait mieux à leur vocation finalement, puisque a priori, si on veut faire des villes, c'est peut-être pas pour éduquer les gens, mais plus pour faire des villes. Mais, tel n'a pas été le cas. De nouvelles idéologies sont apparues sur lesquelles les urbanistes se sont joyeusement jetés. Et de ce point de vue, l'urbanisme est un miroir des évolutions générales, tant de la société d'ailleurs que de la science. Nous y trouvons bien évidemment la Pachamama, sauver la planète, avec un urbanisme durable, la transition énergétique, le climat. Nous y trouvons bien entendu le transurbanisme, enfin la ville digitale. Et nous avons, avec la Smart City, des modèles qui sont tout aussi technicistes, scientistes, et au moins aussi inquiétants que précédemment. Peut-être que la plus babelle de ce qui se construit actuellement, c'est The Line, en Arabie Saoudite. De quoi s'agit-il? Alors, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont plusieurs vidéos qui la présentent. Et en fait, au début d'une des vidéos de pub, vous avez des petites maisons, comme des villes, qui sont soulevées et qui sont toutes remises dans cette line, ce grand immeuble. Donc, vraiment, c'est le contraire d'occuper l'ensemble de l'espace. On enlève les villes de l'espace et on les bloque dans cette ville linéaire. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une ville de 170 km de long à l'arrivée, 500 mètres de haut, un demi-kilomètre, plus que la Tour Eiffel, mais seulement 200 mètres de large. Et donc, dans cette espèce de couloir, vous avez de part et d'autre un miroir, une fenêtre de 500 mètres de haut, si vous voulez, qui sépare The Line de l'extérieur. Vous pouvez le voir par la fenêtre. C'est un désert avec des beaux paysages désertiques, c'est un désert, effectivement. Et dans ce line, on imagine accueillir 9 millions d'habitants sur 34 km². C'est-à-dire le tiers de la surface de Paris, tout en longueur, et 4 fois plus d'habitants. Une densité de 165 000 habitants au kilomètre carré, c'est-à-dire 12 fois plus que Paris de densité. Alors ces habitants, ils sont organisés eux aussi dans les 3 dimensions, parce que l'objectif, c'est pas 15 minutes à pied dans The Line, c'est 5. Vous devez pouvoir satisfaire tous vos besoins élémentaires à 5 minutes à pied. C'est ça l'unité de voisinage dans The Line. Et la rapidité des transports en commun sera qu'un jour projetée par une sorte de métro-fusée qu'on mettra 20 minutes pour aller d'un bout à l'autre. 0 voiture, 0 route, 0 émission de gaz à effet de serre de CO2, énergie 100% renouvelable, microclimat,
fait par des techniques naturelles, etc. Dans le verbatim, on retrouve finalement les sujets des Lumières, les sujets du modernisme, un lieu d'expérimentation sociale et économique sans précédent. Un nouveau miracle pour le monde, une révolution de civilisation, une vie en transformation, un accélérateur du progrès humain. Voilà, alors The Line est particulièrement éloquente. Il suffit de taper The Line, Néom, et vous avez tous ces images. C'est mieux que tout ce que je peux vous raconter. Mais au fond, elle n'est que la face présentée à tous d'une évolution techniciste commune à nos villes. Les villes avec des caméras partout, les villes avec des villes où vous vous connectez, où vous suivez votre téléphone mais vous ne connaissez pas le plan de la ville d'ensemble, vous allez d'un niveau à l'autre. La ville du quart d'heure. C'est bien d'avoir des choses dans un quart d'heure, c'est dommage de ne pas pouvoir aller plus haut. Et puis, au point de vue de l'urbanisme, une pluie de normes qui pourrait faire l'objet d'un développement à part. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, un maire ou un urbaniste, avec l'ensemble des normes environnementales, pseudo-sociales, etc., il choisit de se mettre à gauche ou à droite de la rue et de peindre ses rideaux en rouge ou en vert, c'est tout. Il n'y a pas de vrai choix. Et ça aussi, c'est une question. Finalement, à quoi sert le politique s'il n'a pas de choix? Donc, un tableau bien noir, peut-on s'en sortir? Comment s'en sortir? Je ne ferai pas de grand développement parce qu'au fond, nous sommes tous très divers et je me contenterai de manière un peu légère de jeter des idées comme ça. Et j'ai essayé de les mettre par catégorie. Une première question, moi, en tant qu'universitaire, c'est le problème de la science, qui est en bien mauvaise, bien fâcheuse posture. Et je pense que de ce point de vue, le combat de la vérité, les institutions ne sont... Nous avons encore la certitude de l'emploi. Voilà, les institutions sont très verrouillées. Donc finalement, il s'agit plutôt de tenir pour l'instant. Il n'en demeure pas moins que pour tenir, il y a deux clés à mon avis. Ramener les choses à la raison avant les émotions. Parce que malheureusement, une grande partie du marketing joue sur l'émotionnel. Et soigner la simplicité et la précision des mots. Parce que le vocabulaire est totalement détourné, on dit n'importe quoi, il y a un flot de mots qui ne veulent rien dire. Donc ralentir. Parler doucement, s'arrêter. Et dire au fait, qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'urbanisme, en réalité, au fond, depuis saint Thomas d'Aquin, on le sait, on a des notions, c'est le bien commun, par exemple. Donc en réalité, il y a un énorme travail à faire aujourd'hui pour réfléchir à ce que peut être la ville aujourd'hui dans cette optique-là avec le bien commun, la loi naturelle d'ailleurs, le bien commun. Là encore, vous avez des gens qui disent les biens communs pour dire autre chose. C'est vraiment les mots, c'est important. Pour ce qui est de choses concernant la forme de la ville ou son développement, je pense qu'il y a deux questions importantes. Il y a reposer la question profonde, est-ce que la ville doit avoir un développement mécanique ou est-ce que c'est quand même un organisme? Remettre en cause cette modularité. Et puis il y a la question de la taille ou de l'échelle optimale. On a eu des mouvements de pensée comme les cités-jardins qui essayaient de se dire finalement une ville, ça marche avec combien d'habitants, avec quelle distance, avec quelle surface. Donc là aussi il y a quelque chose à réfléchir et c'est une réflexion qui est très sous-investie en tout cas. Et puis du côté de l'action concrète, politique, je pense qu'aujourd'hui c'est impossible au niveau des métropoles ou des législations nationales. En revanche, peut-être qu'il y a des possibilités d'investir effectivement le monde rural et puis surtout ces villes petites et moyennes
qui de manière amusante sont des vraies villes du quart d'heure, elles, et qui sont en train d'être abandonnées tout autant que les églises qui sont en leur centre. Et puis en conclusion, finalement, Dominique Tasso disait qu'il fallait avoir confiance, parce que c'était ça le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il y a aussi des villes. Et le Cantique des degrés nous disait, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Seigneur regarde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, en vain, vous couchez-vous tard, en vain, mangez-vous le pain de la douleur. Le Seigneur en donne autant à ceux qui l'aiment pendant leur sommeil. C'est pas forcément le message le plus facile à porter dans un milieu universitaire ou professionnel, mais sans cela, nous n'y arrivons pas. Merci beaucoup. Alors s'il y a des gens qui souhaitent poser une question. Merci. Est-ce que vous avez une opinion sur la Sisi City, la nouvelle capitale en Égypte, qui a l'air gigantesque aussi? Alors, je pense que c'est à peu près la même chose. Alors, mais je ne l'ai pas étudié vraiment, donc je ne peux pas donner une opinion, j'ai envie de dire, complexe, parce qu'effectivement, nous sommes dans un mouvement de démonstration à travers la ville de la puissance des nations et du capital. Et quitte à partir un petit peu de biais et un petit peu plus loin que la question, ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez partout les mêmes architectes, il y en a même qui vendent le même gratte-ciel plusieurs fois. Mais bon, je n'ai pas une opinion développée sur cette ville-là, donc je réponds un peu par les généralités. Oui, moi j'ai une question concernant cette ville en construction en Arabie Saoudite. Je ne sais plus comment ça s'appelle, Neom ou Zolan. Alors en fait, Neom, c'est la région. Oui. C'est une grande région désertique avec pour le coup des habitants qu'on est en train d'ailleurs de déplacer. Il y a quelques-uns qui sont morts parce qu'ils essayaient de ne pas partir et tout ça. Et cette région, c'est sur la mer Rouge, on est face à l'Égypte. Vraiment. The Line doit traverser la région de part en part. Et il y a là aussi quelques autres projets, une ville aquatique, une station de ski et un pôle pétrolier pétrochimique. Ce qui paraît étonnant de prime abord, c'est qu'on est dans le royaume et ça ne fait pas très musulman, quoi. Enfin, c'est plutôt franc-maçon, esprit des lumières, rationnel, futuriste, délirant. Voilà, il y a c'est pas musulman, en fait. C'est une tour de Babel. Si vous regardez tout ce qui est fait comme produit de commercialisation, c'est une jeune fille un peu blondinette qui vole à travers tout ça avec des grands battements de bras. En fait, l'idée c'est plus parce que en fait, The Line, c'est quand même, ça va être cher, voilà, c'est pour une élite. Et donc c'est un petit peu, c'est une tour de Babel, arche de Noé pour l'élite mondiale qui n'aura plus besoin de se frotter aux autres. Et qui se trouve dans les affaires. L'argument principal étant, on est à, je crois, à 6 heures d'avion de 40% de la planète. Madame, comment fonctionnaient les commerces à Brasilia? Il n'y avait pas de place, comment ça fonctionne? Alors, à Brasilia, donc, vous avez tout ce qui est commerce et services de proximité se trouvait dans le plan pilote. Vous aviez ces 4 quadras, là, ces 4 carrés. Il y avait une route qui arrivait, qui quittait l'autoroute pour arriver au milieu et on se garait en général. Et là, au centre, il y avait, attendez, presque un truc allongé, vous savez, et là, vous aviez des commerces de proximité. Vous pouviez également avoir l'école, le commissariat, éventuellement une chapelle. Mais ce qui est intéressant, donc c'était ça l'application de la rue, c'est-à-dire qu'il y avait un lieu comme dans le nouveau quartier, et ce lieu ne menait nulle part. Ce qui s'est passé dans la réalité, c'est que les échoppes sauvages
se sont installés le long des autoroutes, au bord de toutes les autoroutes. Et finalement, c'est, appelons-les centres commerciaux si vous voulez, mais ce n'est pas des grands centres commerciaux, ces petits centres commerciaux de centre de Quadras, finalement sont sous-investis, alors que les gens s'arrêtent de manière quasiment sauvage pour faire des courses, mais ce sont vraiment, enfin, le terme est vraiment échoppe, c'est vraiment des petites choses, vous mettez un coup de pied et ça tombe, quoi, le terme. Et tout le commerce se passe comme ça en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, dans Brasilia, il y a le plan pilote tel qu'il a été conçu, et il y a les gens qui ont vécu comme ils l'ont voulu. De la même manière, il y a certaines quadras qui n'ont pas été construites suffisamment vite, et donc les premiers bidonvilles s'installaient. Alors quand vous regardez une image vue d'en haut, ou même quand vous voyagez, vous avez d'un seul coup un immeuble, le dernier, et puis sur la quadra d'après, vous avez des voies autour, et puis vous avez un bidonville. Et d'ailleurs, ces bidonvilles étaient très prisés par les ouvriers parce que ça leur permettait d'être pas trop loin de leur lieu de travail, parce que sinon, c'est sur kilomètres, c'est des heures de bus, en fait, de passer en bus pour aller et pour revenir. Donc ils étaient très prisés, très organisés, en réalité. Les gens achetaient, s'installaient, enfin tout ça était informel mais très organisé. Et les autorités qui étaient très soucieuses de préserver le plan pilote appelaient ces gens-là les envahisseurs, invasores, pour bien marquer qu'ils étaient illégaux et qu'ils n'avaient pas l'être là. Et donc de temps en temps, pour tel ou tel bloc, vous avez un programme pour les enlever. On leur propose du relogement, mais c'est à beaucoup de kilomètres, etc. Ils sont désespérés, c'est un peu, c'est pas le fusil entre les éclats, mais presque, hein, pour les y envoyer. Et puis arrivent les promoteurs qui, eux, prennent en place la nouvelle présente. Donc effectivement, nous avons là aussi quelque chose qui est très fort dans ces pays où la spontanéité a un rôle important, je dirais, où l'économie informelle, mais qu'on retrouve aussi dans une certaine mesure dans les entreprises urbanistiques européennes ou nord-américaines, où l'urbaniste décide qu'il va faire comme ça, mais les gens après, ils font quand même ce qu'ils veulent. Comment expliquer que, quand on regarde deux villes qui étaient des gros par deux villes qui ont été complètement bombardées, Dresde et en Allemagne qui a été complètement bombardée, et le Havre, comment expliquer, ou d'autres villes en France, comment expliquer que Dresde a été reconstruite un peu à l'identique, et le Havre, c'était un projet comme la charte d'Athènes, je pense, la prescrit. Donc quelque chose de très fonctionnel et déshumanisé. Alors ce sont des choix locaux, des choix politiques locaux. Au Havre, c'est Auguste Perret et a effectivement une volonté de construire une ville modèle, une vitrine, une forêt, tout simplement. Pour Dresde, je ne saurais dire quel était le contexte local de ce choix-là, mais par exemple, je peux dire pour Varsovie, pour Wrocław, pour Pologne, pour un certain nombre de villes comme ça polonaises, dont les centres, parce que c'est seulement les centres qui sont identiques, que là, il y avait clairement une volonté de jouer sur l'esprit national, l'esprit patriotique, pour faire avaler le chemin faisant le régime. Vous, les Polonais, vous reconstruisez votre ville avec votre gouvernement dont vous ne voyez pas qui vous a été imposé de l'extérieur, puisqu'il vous conduit dans la reconstruction de vos villes que les méchants allemands vous ont détruites. Et là, effectivement, vous avez le centre-centre qui est reconstruit. Alors, en apparence, à l'identique. On appelle ça du fanatisme puisque c'est les façades qui sont identiques, mais dedans, c'est pas les maisons, bien entendu, ce sont des bâtiments standards. Mais dans le même temps, dès que vous sortez du centre-ville, vous avez des quartiers de tout à fait grands ensembles où se dressent clairement des immeubles qui se suivent dans un ordre militaire, etc. Il y aurait une chose aussi qu'on aurait pu étudier, mais c'est le contenu ordre, mise en ordre dans la manière de construire. Et là aussi, il y avait vraiment une pensée derrière. J'aurais une question par rapport à un urbanisme catholique
catholiques, enfin des penseurs catholiques qui ont réfléchi sur l'urbanisme. Parce que bon, le plan de Damier, ça date depuis les origines de l'homme, j'ai envie de dire, enfin Alexandrie en 330 avant Jésus-Christ. Il faut d'abord se demander. Oui, mais voilà, il y en avait partout. Et au Moyen-Âge, les Bastides dans le sud de la France, et le nord, enfin, genre le droit, enfin, ce qui me paraît logique, mais il y a l'église au centre de tout ça. Mais est-ce qu'il y a, depuis le XVIIIe siècle, il y a des gens qui se proclament les catholiques qui ont réfléchi sur l'urbanisme, ou est-ce que c'était plutôt laissé à d'autres courants de pensée? Alors, du côté des penseurs, il faut faire attention au fait que l'urbanisme, avant le XXe siècle, n'est pas pensé forcément par des urbanistes qui n'existent pas en tant que courant de pensée. Et donc, effectivement, l'urbanisme, il y a eu tout un courant d'utopie, beaucoup socialiste, qui imaginaient des villes parfaites, mais parce qu'ils imaginaient des sociétés de gens égalitaires, comme ceci, comme cela, etc. Des utopies progressistes, on va dire. Mais au fond, eux, ce qu'ils faisaient, c'était pas de la pensée politique, mais on assimile beaucoup la pensée sur la ville. Du côté de la pensée sur la ville, alors, strictement catholique, il n'y a pas grand monde qui réussit à percer. Il y avait des personnes comme par exemple Gaston Bardet qui a essayé, qui a fait un que sais-je, etc., mais qui pour aller faire école, il n'y a pas eu de. La personne n'a réussi à faire école. On pourrait peut-être faire une petite exception pour un courant qui n'est pas vraiment strictement catholique, mais qui sont les cités-jardins. Je parle de courants qui existeraient et qui auraient eu quelques succès national, international, je veux dire, qui auraient percé vraiment. Ça, c'est un penseur, enfin, c'est un Anglais, Ebenezer Howard, à la fin du XIXe siècle, au tournant du siècle, qui n'est pas vraiment un catholique, mais qui se dit que finalement, plutôt que de faire la révolution, ce serait bien de trouver un milieu qui permettrait d'associer les qualités des uns et des autres de la ville, de la campagne, et qui donc imagine la cité-jardin. Politiquement, on pourrait dire que c'est plus un réformiste qu'un révolutionnaire, mais disons, c'est pas très très clair tout ça, c'est un bouillonnement à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, cette idée de cité-jardin, elle a mûri et elle a éclos en particulier, elle a trouvé des traductions avec le patronat catholique qui essaye de mettre en œuvre le baroque, le social de l'Église et qui a souvent vu le quartier jardin, c'est pas exactement la cité-jardin, mais bon, bah, par exemple, Reims, où je suis, a plusieurs cités-jardins comme cela parce qu'il y a eu un industriel qui a voulu faire ça. Il y a peu de villes, de grandes villes qui n'est pas leur secteur. Et c'est vrai en Angleterre, c'est vrai à Paris, c'est vrai en Budapest, à Wrocław, enfin partout vous allez trouver ce type de choses. Certaines, probablement les plus réussies d'ailleurs, les plus complètes, effectivement, avaient vraiment vocation à essayer de des cités catholiques. Par exemple, la petite cité du Chemin Vert à Reims a une église dans son centre, nommée Saint-Nicaise. Haussmann. Bon, Haussmann, non, Haussmann c'est un préfet, c'est l'ordre et l'ordre et c'est l'économie libérale. Mais par contre, ces petites cités-jardins, elles ne sont pas grandes. Mais effectivement, vous avez une église au milieu, vous avez un travail sur la taille, vous avez une référence volontaire et d'ailleurs ça marche pas trop mal. Non, Haussmann, je ne le rangerai pas dans quelqu'un dont on pourrait dire qu'il y ait une inspiration, je ne sais pas quel était son cœur, mais par contre dans son travail, non, parce que finalement, vous savez, Paris, il a rasé Paris. Il a fortement aéré Paris. Mais au passage, il a fait entrer dans Paris une classe qui faisait des affaires. Cette fameuse bourgeoisie, finalement. Oui, madame, merci pour votre conférence. Je voulais vous poser une question à la fois politique et économique. On voit actuellement dans notre pays une rage absolument fantastique de construction d'appartements, comment dirais-je aussi, de bureaux, et qui ne semble pas très bien correspondre
à la dénatalisation, au fait que la croissance démographique diminue quand même. Et on voit ces constructions absolument partout. On se demande quelle est la finalité de ces constructions. Quand on sait qu'actuellement il y a beaucoup d'immobilier de bureaux qui est en panne actuellement dans notre pays. Et donc, est-ce que vous avez une réponse à cette question? Pourquoi envisage-t-on des constructions aussi importantes et aussi laides, quelquefois, dans notre pays? Une première réponse est économique. Il y a un dicton qui dit que le bâtiment va tout va. Et on préfère souvent stimuler la construction que prendre le temps d'entretenir, de réhabiliter, de rénover, et ainsi de suite. L'accélération dont vous parlez est à mon sens liée à la multiplication des normes, notamment environnementales, pseudo-environnementales d'ailleurs, en particulier tout ce qui concerne l'efficacité énergétique des bâtiments, mais également l'accessibilité aux personnes handicapées, etc. etc. Aujourd'hui, vous ne pourrez plus mettre en location votre logement s'il n'a pas la bonne étiquette, vous ne pourrez bientôt plus l'habiter sans refaire des travaux. Et donc effectivement, ces éléments mettent à mal les équilibres selon lesquels habituellement une ville se renouvelle petit à petit parce que vous savez, vous avez hérité l'appartement de votre grand-mère et du coup, selon les moyens que vous avez, vous changez la chaudière. Et en fait, tout ça est un peu en panne parce que les normes font que les petits propriétaires en particulier sont assez fortement écrasés. Quant aux bailleurs sociaux, il y a des fonds pour les encourager à démolir et reconstruire. Ceci étant dit, de manière plus conjoncturelle et plus récente, la montée des taux de crédit et le fait que les gens se disent mon Dieu, on arrête, fait qu'aujourd'hui il y a une sorte d'apnée, c'est-à-dire que là cette année, depuis la fin 23-2024, les entreprises mettent clairement la clé sous la porte. On a plusieurs gros producteurs qui ont mis la clé sous la porte et ça entraîne aussi des problèmes dans le secteur du bâtiment. Dans le secteur du bâtiment, ils ont des problèmes d'autant plus gros qu'ils s'engagent sur des prix et il y a une inflation qui les touche aussi, donc ils ont du mal à tenir leur contrat. Ceci étant, c'est une remarque générale, mais de manière géographique, la situation est très inégale entre des endroits où on a du mal à se loger, par exemple, autour de Paris, et des endroits où on aimerait bien avoir plus de gens, par exemple dans des villes moyennes de province. Donc la situation n'est pas exactement la même. Pour la question de la laideur, je ne préjuge pas de chacun des architectes, de chacun des individus. En revanche, il est tout à fait certain que la grammaire qui est mise en place, ou le langage qui est mis en place, c'est tout simplement un langage qui n'est pas catholique et qui n'est pas chrétien et qui a ses normes à vie. Il suffit de regarder, vous savez, il y a le 1% paysage, quand vous faites quelque chose d'un peu important, il faut une enveloppe d'1% du marché pour faire quelque chose de bien pour le paysage. Et ce 1% paysage de 40 ans est souvent employé pour faire mettre en place, vous savez, ces statues qui ornent les devants de nos bâtiments publics, bien de ronds-points. Vous savez, ces ronds-points avec des colonnes brisées, des morceaux de pyramide, des morceaux d'arc. Il y a vraiment tout un vocabulaire qui est très très éloquent, très omniprésent. Et des tétraèdres renversés, enfin, il y a beaucoup de symbolique, c'est aussi parlant, je dirais, qu'une cathédrale, hein. C'est signé. Et c'est particulièrement signé dans les bâtiments les plus grands. Il y a une étude à faire sur les grands gratte-ciel qui sortent et on peut en sortir une déclaration de foi de ceux qui vont les construire.
J'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand monde à Reims. Et c'était agréable. Quand on rentre sur Paris, on est impressionné. Pourquoi il n'y a pas un mouvement qui se dessine pour dégonfler les grandes villes vers des villes comme Reims, enfin des petites villes? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je pense que il y a ce qui fait qu'on est dans les grandes villes, que les gens viennent dans les grandes villes. Il y a un sentiment, il y a la question de l'emploi, notamment dû au fait qu'aujourd'hui, de plus en plus dans les couples, les deux travaillent, mari et femme. Et donc, les gens ont, à tort ou à raison, même souvent pas tout à fait à tort, selon les métiers qui sont les leurs, le sentiment que la grande ville offre un bassin d'emploi, un ensemble d'opportunités plus grand. À cela peut s'ajouter aussi l'ambition de faire carrière, qui ne concerne quand même pas tout le monde de la même manière. Il est certain que si dans les villes, il y a eu un sondage il y a quelques années auprès des habitants de villes petites et moyennes, donc ceux qui sont restés, et j'avais été frappée de voir que beaucoup plébiscitaient leur cadre de vie, des super, et disaient qu'ils pensaient être amenés à déménager dans l'avenir à moyen terme à cause de l'emploi. Donc il y a un vrai sujet sur l'emploi, un sujet structurel. Et puis après, au-delà, il y a un ensemble de croyances, d'impressions que l'on a, plus de chance, plus d'opportunités, que c'est bien, il faut être à carrière, que l'on est né ici, que là, etc. Mais s'il fallait travailler vraiment un sujet objectif qui pourrait changer la donne, ce serait l'emploi. Et pour finir, parce que je sais qu'on est en train d'arriver sur le temps, des conférences quand même beaucoup plus intéressantes que la mienne et que j'espère écouter, il y a un petit mouvement de retour vers les petites villes et vers la campagne. Ça ne fait pas des quantités, mais en particulier depuis que nous sommes tous restés enfermés chez nous pendant quelques mois, il y a quand même un mouvement de retour à la campagne, et on le voit d'ailleurs sur les prix. Là, en ce moment, on a une période de crise, est-ce qu'elle durera ou pas, mais Paris a plus chuté alors que les villes de province se sont maintenues ou au moins chuté. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Là encore, il ne faut pas, ça ne fait pas des grands noms, mais il ne faut pas être totalement découragé. À bientôt sur Gojo TV.